D'être avec nous pour cette grande session d'information. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes avec vous en direct de Basse-Terre. Un seul titre ce soir, le 17e congrès des élus de l'archipel. Un congrès qui s'est achevé à 18h40. 153 préconisations sur les problématiques majeures du territoire validées à l'unanimité. 3 résolutions et un débat tendu sur l'avenir institutionnel de la Guadeloupe, comme un air de déjà-vu. Mais les élus se sont prononcés en faveur d'une évolution. Nous reviendrons ce soir sur les temps forts de la journée dans notre édition régionale avec nos invités et notre consultant Georges Calixte. Les débats ont été vifs et il y a eu quelques passes d'armes cet après-midi sur la question centrale de ce congrès, la question institutionnelle. Après 2 heures d'échange sur ce volet, les élus ont donc opté à l'unanimité pour la fusion des 2 assemblées, départements et régions. Les temps forts avec Lydia Quérin et Christian Danquin. Il soufflait comme un air de campagne dans l'hémicycle. À tour de rôle, pendant 3 minutes, les élus prennent la parole. Chacun prêche pour sa paroisse. Chers collègues, la population nous regarde et nous demande également de prendre une direction qui soit à l'aune de la transition écologique et énergétique. Il est important que nous puissions, dans le cadre de ces résolutions, exiger de l'État à ce qu'il poursuive son accompagnement financier auprès du SMGAG, qu'il poursuive aussi son accompagnement technique à travers cette assistance et nous permette de pouvoir réaliser les investissements nécessaires. Nouvel accrochage dans l'après-midi entre Victorin Lurel et Guy Losbar. Je crois qu'il y a quand même une erreur, Président, sur la TSC. Vous dites que vous allez remplacer la TSC, c'est-à-dire la taxe de consommation sur les carburants, par une TVA. C'est TSC ou Octobre? Je demande à vérifier ça. Si c'est ça, c'est grave. Hein? Je ne sais pas s'il y a une sorte de brouillard, un nuage qui est passé sur la Guadeloupe depuis lundi et qui explique ce revirement. Première chose. Deuxième chose, je peux t'assurer que je suis, comme j'ai eu l'occasion de le dire, très très satisfait que ce soit Victorin Lurel qui réclame le drapeau guadeloupéen. Au cours des débats, quelques élus se sont exprimés en faveur de la création d'une collectivité unique. Je souscris totalement à la démarche du Congrès, présidée cette fois-ci par mon président Guy Losbar, mais qui consiste à mettre en place des sillons. J'emploie ce terme-là parce que tous nous sommes des agriculteurs quelque part, jusqu'à une assemblée unique. Je crois que ce soir, nous ne devons pas rater le coche et en tout cas, dans les résolutions concernant l'évolution institutionnelle, il faudra au moins qu'on se mette d'accord sur cette décision de fusionner la région et le département. Il restera prêt à se mettre d'accord sur les modalités, le calendrier de cette fusion. Après plus de 7 heures de session, le grand débat tant attendu et espéré autour de la question du changement institutionnel n'a finalement pas eu lieu. Des préconisations d'amélioration des politiques publiques, 3 résolutions, dont une, la principale, consacrée à l'avenir institutionnel de la Guadeloupe. Un document lu par Jean-Philippe Courtois. On écoute le premier vice-président du département. Les élus départementaux, régionaux et les maires réunis en congrès ce 7 juin, avec les mêmes vues, les mêmes considérants, décident à l'article 1 de demander au gouvernement d'inscrire la Guadeloupe dans le projet de réforme constitutionnelle afin de procéder à l'élaboration d'une loi organique qui permettrait, après consultation de la population, de mettre en place des institutions adaptées aux spécificités de l'archipel et de favoriser son développement économique, social et culturel. À l'article 2, de confier à la commission mixte ad hoc en charge de la préparation des travaux du Congrès le soin de poursuivre sur les 6 prochains mois les travaux conduisant à un projet d'organisation institutionnelle et un périmètre de compétences fondé sur une plus grande domiciliation locale du pouvoir de décision dans les domaines identifiés comme étant essentiels au développement de l'archipel. Avec, pour exemple, la fusion de la région et du département en une collectivité unique, le pouvoir d'adaptation des normes aux réalités de notre archipel, la fixation du nombre d'élus, la refonte de la carte de l'intercommunalité, l'adoption d'une loi organique, d'une loi de programmation sur 10 ans portant contractualisation des engagements de l'État, la mise en place d'une fiscalité spécifique,
la réflexion sur les éléments constitutifs des emblèmes de la Guadeloupe, hymne, drapeau, etc., le régime législatif applicable et le rapport du territoire à l'Union européenne. À l'article 3, la présente résolution sera conformément à l'article L5915-2 du Code général des collectivités territoriales transmise dans un délai de 15 jours francs au Conseil départemental et au Conseil régional. Le Congrès demande aux parlementaires de tenir compte des résolutions arrêtées à l'occasion des séances du Parlement et des discussions avec le gouvernement. Georges Calixte nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, un vote unanime, mais très peu d'intervention des élus au final sur le processus d'évolution lors des débats. Des élus qui se donnent encore 6 mois pour approfondir. Est-ce un consensus de façade ? Non, c'est d'abord un consensus consécutif à une méthodologie. Il y a eu une consultation de la population, alors quel que soit l'échantillon, puisque le panel n'a pas été précisé. Il y a eu une commission ad hoc qui a rassemblé les élus. Elle a produit un certain nombre de préconisations. Et donc la résolution qui a été le fruit d'un consensus dans le cadre de la commission ad hoc a été tout à fait naturellement adoptée à l'unanimité. Donc la méthodologie même était, c'est vrai, favorable. Alors après, il y a eu, et on l'a vu lors des débats, mais on y reviendra, des divergences d'appréciation, particulièrement sur la problématique institutionnelle. Donc ce n'est pas un consensus de façade, c'est la conséquence d'une méthodologie qui a abouti à ce que le travail ayant été préparé en amont, même ceux d'ailleurs qui ont fait des interventions qui n'étaient pas favorables à la résolution, par le fait qu'ils ont participé aux travaux préalables, eh bien cette commission, en tout cas cette résolution a pu être adoptée à l'unanimité. Est-ce qu'on a vraiment avancé sur cette question ? Alors, dans un premier temps, on a tous espéré que ce congrès, qui est quand même le 17e congrès, aurait abouti à de véritables propositions avec une analyse de la faisabilité, une analyse de ce qu'on appelle l'état des lieux et surtout l'étude d'impact aussi bien financier que sur le plan juridique. Or, en réalité, il s'est avéré que ce congrès a été encore un congrès de transition où ont été listées un certain nombre de préconisations, mais les élus eux-mêmes ont eu conscience qu'il n'y avait pas suffisamment de matière sécurisant sur le plan juridique et financier pour qu'ils puissent envoyer comme tel, en tout cas défendre comme tel, ces différentes préconisations. C'est la raison pour laquelle les congressistes, donc les élus, se sont donné 6 mois de plus pour pouvoir consulter des experts, permettre de structurer le dossier et voir la faisabilité juridique ou non. D'ailleurs, beaucoup de dispositions peuvent être déjà réalisées dans le cadre de l'article 73. Les élus l'ont reçu. Il faut donc faire le tri et surtout quand des compétences ne peuvent pas être en tout cas exercées, trouver pourquoi elles ne peuvent pas l'être, soit parce que les élus n'ont pas su en tout cas les exercer comme il fallait, soit qu'il faut changer de régime législatif. Alors justement, que faut-il approfondir encore pour passer au caractère opérationnel ? D'abord, 2 choses. La première, j'ai bien insisté sur la faisabilité. Il faut faire expertiser ces propositions puisque 75% d'entre elles interpellent l'État et demandent à l'État un engagement financier beaucoup plus important. Ce qui n'est pas du tout gagné puisqu'on connaît la méthodologie de l'État qui consiste, quand vous lui demandez sur une politique publique une aide particulière, il commence déjà à voir, est-ce que c'est sa compétence ? Si ceci n'est pas sa compétence, quels sont les dispositifs existants et si les moyens financiers consacrés à ces dispositifs sont correctement utilisés. Donc, il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai que le caractère opérationnel tiendra au fait que les experts locaux puissent se livrer à une expertise, en tout cas de grande qualité, et ensuite puissent valider de telle sorte que lorsque le dossier revient à nouveau au niveau des différents cabinets, qu'il puisse y avoir un des préalables juridiques qui deviennent incontestables et qui facilitent en tout cas l'adoption ou pas par le gouvernement. Alors, le fait que certains élus se soient écartés du thème, qu'ils aient rajouté d'autres propositions, parfois des propositions personnelles, qu'est-ce que cela traduit ? D'abord, c'est la conséquence de la structure du Congrès. Rappelez-vous, le matin, il n'y a pas eu de débat.
puisqu'il y avait simplement l'adoption des résolutions. Alors l'espace tribunicien, parce que c'est important, la télévision est présente, les élus veulent se manifester, donc l'espace tribunicien c'était cet après-midi. Et c'est vrai que sur les 32 interventions, seules 5 ont concerné directement la problématique institutionnelle. Après, les élus, en fonction de leur sensibilité personnelle, en fonction de leurs préoccupations personnelles, en fonction de leur affinité, qui était médecin à parler de la santé, qui était enseignant à parler de l'éducation, etc. C'est le seul espace qu'ils avaient, donc ils en ont profité. C'est vrai qu'on s'est un peu écarté de la thématique, mais ces propositions ont pu être rajoutées par la suite dans les différentes préconisations qui ont été, en tout cas, décidées antérieurement. Alors Claude Edmond est à vos côtés. Claude Edmond, le maire de Gourbert, nous a rejoint sur ce plateau en direct du conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes pour une fusion des deux assemblées, vous l'avez clairement exprimé lors des échanges. Êtes-vous satisfait de ce congrès? Relativement, la fusion, tout le monde est d'accord, mais c'est surtout le contenu. Et il est important pour nous, dans une première étape, de décliner les recommandations à travers des résolutions, mais ça reste des résolutions qu'on a cette pratique d'accoucher à chaque congrès des maires, des autres conseillers départementaux et régionaux, mais il faut aller plus loin. Et je le disais en séance, il faut être audacieux. C'est-à-dire au-delà des simples vœux pieux, mais aller vers un avant-projet de loi qui porte aussi quelle forme, quelle vision que nous avons de la société. Mais simplement décliner des recommandations... C'est du déjà vu. C'est du déjà vu, mais surtout, il faut l'inscrire dans un espace juridique et avec les moyens. Et surtout, je le répète, quelle vision très clairement que nous avons de la société guadeloupéenne dans les 20 prochaines années et soumettre, et ça peut prendre la forme d'une loi organique que nous, Guadeloupéens, que nous pouvons rédiger et soumettre au gouvernement. Mais on ne peut pas se permettre de dire je veux ça, je veux ça. On est aujourd'hui un peuple majeur, on a le potentiel pour écrire notre histoire et il suffit de la volonté, de l'audace. Je ne l'ai pas trop ressenti et j'ai l'impression qu'on se répète et qu'il faut aller. Et certainement, monsieur le président du conseil départemental m'a rassuré en ce sens, qui, dans une seconde étape, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin d'année, de présenter un corpus où nous pourrons très clairement définir les priorités et aussi dire ce que nous voulons en termes de compétences, mais aussi de ressources. Donc il faut de la clairvoyance, de la lucidité, mais aussi de la pédagogie vis-à-vis de notre population de la Guadeloupe qui nous attend, et avoir aussi cette crédibilité. Et ça passe aussi par le sérieux du texte que nous allons pondre, mais aussi la consultation la plus populaire. Et je regrette aussi, et les partis politiques n'étaient pas présents, qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment participé aux commissions ad hoc, ils ont fait des contributions. Ça montre qu'ils étaient un peu pas forcément dans les débats. Et il faut aller encore plus loin dans les travaux. Il est important de les inclure dans ce débat, quelles que soient les tendances. Il faut unir les enfants de la Guadeloupe, quelles que soient les chapelles politiques, et avoir la plus grande adhésion politique et demain soumettre ce texte à la population de la Guadeloupe. C'est dans ce contexte de rassemblement qu'il faut se réunir. Je pense aussi qu'il faut aller au-delà des... On l'a ressenti, je pense que la population l'a ressenti, vos téléspectateurs, ces querelles qui restent des querelles de personnes. Voilà, la Guadeloupe doit être au-dessus de nos ambitions, notre moi et notre surmoi. Alors, on l'a beaucoup entendu, il y a des choses qui sont attendues de l'État, mais il y a des choses qui relèvent des compétences de vous, élus locaux. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps? Est-ce que ce n'est pas finalement un rappel à l'ordre sur votre rôle? C'est pourquoi j'ai demandé d'inverser les articles de la deuxième résolution. Beaucoup de choses peuvent se faire dans le cadre institutionnel aujourd'hui, et c'est important au préalable de définir notre projet de société. Et à partir de ce projet de société, nous verrons s'il faut réformer la Constitution ou pas. Et c'est la démarche qu'a adoptée la Nouvelle-Calédonie, qui quasiment impose le rythme au gouvernement, qui refuse d'aller à Paris et qui dit « je ne touche pas au corps électoral parce qu'il y a des partis politiques qui ont cette volonté, qui ont le soutien du peuple. » Aujourd'hui, je ne pense pas que ce préalable est réuni en Guadeloupe, même si on a cette volonté à travers des sondages
que la population de la Guadeloupe veut ce changement. Mais à quel degré, à quelle profondeur de changement, c'est là tout le débat. Mais sous le principe, il y a une évolution des esprits des Guadeloupéens. Mais ça passe aussi par, je le répète, la crédibilité des élus et la qualité du travail que nous aurons à fournir dans le second semestre de l'année 2023. Et non loin, merci Claude Edmond pour cette première analyse. Et non loin, Jessie Blanquet se trouve en compagnie du président du département, Guy Losbar. Guy Losbar, un président favorable à la fusion en une collectivité unique, région et département. C'est à vous, Jessie. Oui, bonsoir Guy Losbar. Bonsoir. Alors, ce 17e congrès, vous avez dit que c'était une étape. En quoi ce congrès est une étape pour vous? Mais effectivement, comme vous avez pu constater, nous avons changé de méthode, puisque depuis 6 mois, il y a eu une très large concertation de la population, des différents acteurs. Nous avons consulté beaucoup d'acteurs guadeloupéens pour faire ces 153 propositions. Donc la matinée était consacrée à ces préconisations dans le cadre du SIOM et cet après-midi pour lancer donc, le processus. Effectivement, nous nous donnons 6 mois pour que nous ayons le 18e congrès et pour cela, il était nécessaire que le Congrès puisse valider cette deuxième résolution sur la fusion des deux collectivités, sur une fiscalité spécifique, sur la carte de l'intercommunalité, sur effectivement quelle appartenance à l'Europe. Et dès ce soir, il nous appartiendra de mobiliser les experts locaux, nos universitaires, les juristes, les économistes, puisqu'au-delà de la concertation, il va y avoir l'évaluation, puisque nous devrions proposer dans 6 mois tous les éléments constituant une loi organique, c'est-à-dire s'il y a une collectivité unique, sous quelle forme, la carte de l'intercommunalité, sous quelle forme, si en termes de fiscalité spécifique, c'est quelles sont les propositions. Et nous avons eu des auditions, nous allons poursuivre dans ce domaine, d'autant plus qu'il y a un certain secteur très technique. Il faut de l'évaluation et surtout l'objectif c'est que si nous avons des compétences nouvelles, c'est pour être beaucoup plus efficace dans les différentes politiques publiques. Donc c'est pour ces raisons que j'invite tous les Guadeloupéens à s'approprier ces 153 préconisations, à pouvoir les critiquer, les amender, les compléter, mais surtout dès aujourd'hui qu'ils soient dans cette dynamique de changement, qu'ils soient dans cette dynamique de se questionner en termes d'intercommunalité, sur une meilleure domiciliation donc, du pouvoir local, puisque nous disons qu'aujourd'hui, les lois ne peuvent pas s'appliquer de la même manière en Guadeloupe, comme j'aime dire, qui s'applique en Bretagne, en Picardie ou encore dans d'autres régions. Il nous appartiendra d'adapter les choses en fonction de nos réalités. Peut-on considérer ce congrès comme le congrès de l'unité ? Oui, congrès de l'unité, puisque les 153 propositions sont issues de la commission ad hoc, constituée de 23 élus, les 7 parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, 7 conseillers départementaux, 7 conseillers régionaux et l'association donc des maires. Vous avez pu voir ce matin, ce sont les mêmes acteurs qui ont présenté les différents thèmes. Nous avons réparti en 4 blocs avec 12 thèmes et les parlementaires, les maires, les conseillers départementaux et régionaux ensemble ont présenté les différents thèmes avec des propositions concrètes dans chaque thème, qu'il s'agisse de la santé ou de la coopération régionale. Et cet après-midi, il y a eu un débat, il y a eu 30 intervenants au cours de ce débat. Et ma très grande satisfaction en tant que président du Congrès, c'est que les 2 résolutions ont été votées à l'unanimité. Des résolutions qu'on peut considérer comme des engagements ? Des résolutions qu'on peut considérer comme des engagements, puisque la première résolution font l'objet déjà donc, des études de l'examen qui sera fait au niveau donc, du SIOM dès le 3 juillet, qui sera amendé par des interventions donc, des élus aujourd'hui en Congrès. Et la deuxième résolution, c'est le top départ de ce processus d'évolution institutionnelle. Et c'est pour cela que nous allons mobiliser toutes les forces. Nous allons mobiliser nos experts, nos juristes, nos économistes. Nous avons mobilisé nos experts en fiscalité. Nous allons aussi faire l'évaluation de certaines politiques publiques pour que les décisions, les propositions que nous allons faire d'ici 6 mois puissent correspondre à une meilleure efficacité, mais correspondre aussi aux besoins, aux attentes de la population. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Christelle, on se retrouve tout à l'heure avec une autre intervention. Merci Jessie. D'autres réactions dans l'hémicycle, réactions recueillies à l'issue de ce congrès par Alexandre Ouda et Christian Danquin. Il y a eu 2 temps. Le temps de ce matin où il y a eu des propositions, des préconisations dans le cadre du SIOM pour aller interpeller le gouvernement pour
plus d'efficacité dans nos politiques publiques et un temps, on va dire, plus politique l'après-midi, parce qu'on est dans le cadre des évolutions institutionnelles, parce qu'effectivement, quand on a été voir la population, il y a eu beaucoup de demandes. On a vu qu'il fallait peut-être certainement aller quereller, interpeller, questionner l'organisation administrative. Donc cet après-midi, c'était ce temps-là. Et on sait très bien que ce temps-là, en général, c'est des temps, pas qui nous divisent, mais chacun donne sa liberté, sa position politique. Donc on a bien vu, mais malgré tout, les 2 résolutions ont été votées à l'unanimité. J'ai pris part à un bloc, dans un bloc sur la santé et la solidarité, mais j'ai participé à l'intégralité des travaux, y compris au sein de la commission ad hoc, quand il y a eu à certains moments des restitutions et des réunions de préparation. Donc moi je pense que nous sommes sur un bon format, dans la mesure où il y a une bonne implication des élus de toutes les strates. Et là, aujourd'hui, c'était important que nous puissions débattre. Donc, je trouve que c'est un bon format et que nous avançons progressivement. Maintenant, il va falloir quand même faire de la pédagogie. Ça a été dit, mais il faut effectivement que les élus fassent un travail auprès de la population pour qu'à chaque niveau, on puisse bien expliciter les choses. Parce que ce qui se dit là, quelquefois, n'est pas forcément à la portée de la population. Donc nous ne pouvons pas non plus faire dans le dos de la population. Nous devons nous impliquer, même si nous sommes des élus, et des élus locaux pour la plupart, en lien avec la population. Aujourd'hui, quand vous prenez la presse, qu'elle soit écrite ou quelles que soient les presses, on parle de l'eau. Les familles sont en souffrance et comme je l'ai dit, les maires m'interpellent quotidiennement. Et donc, si tel est le cas, il est nécessaire de pouvoir l'inscrire dans le DUO, demander à ce que l'État puisse continuer à nous aider financièrement, demander à ce que l'État continue à nous aider de manière technique aussi pour permettre à ce que les travaux engagés puissent aller plus vite et porter plus vite des réponses à nos familles en souffrance. Moi, c'est l'après qui m'intéresse. On a fait les débats, la population l'a vu et on est en direct. On a ajouté des choses aux 153 propositions qui parlaient des problématiques que l'on a généralement sur le territoire guadeloupéen. La loi organique, pour moi, c'est une loi essentielle à défendre. Maintenant, à écrire surtout, et c'est pendant ces 6 mois-là. Ces 6 mois-là où on doit rester très attentif. Et effectivement, j'espère que le président Losbar tiendra ses paroles en disant qu'il va consulter, qu'il va en cabinet d'études, etc. Je trouve que le délai est court. Cependant, si il faut y aller, on y va de toute façon. Et j'espère qu'après ces 6 mois, on pourra ressortir quelque chose de concret pour les Guadeloupéens, parce que c'est ce qu'ils demandent, un changement de statutaire ou un changement institutionnel, une assemblée unique, en tout cas le vote prochain d'une assemblée unique. On verra, mais dans tous les cas, restons attentifs à ces travaux dans les 6 mois à venir. 6 mois à venir qui seront déterminants avant l'évolution institutionnelle. Vous l'avez entendu, les élus de la commission ad hoc se sont succédés pour présenter les recommandations recueillies à l'issue de 5 mois de consultation et d'audition. Une matinée assez calme, ponctuée de quelques échanges incisifs. Le résumé de la matinée avec Lydia Quérin et Christian Danquin. C'est avec une certaine solennité et surtout le sens des responsabilités qui m'animent que je procède ce matin à l'ouverture de notre congrès des élus départementaux, régionaux, des parlementaires et des maires. Un discours liminaire de 10 minutes pour dérouler le programme d'une journée cruciale. Je suis favorable à une collectivité unique issue de la fusion de la région et du département, composée de moins d'élus mais disposant de compétences nouvelles qui nous permettront de mieux protéger notre population et notre territoire. Voilà, le ton est donné et cette question est justement l'un des enjeux principaux de ce congrès. Ira-t-on vers une collectivité unique ? Rien n'est moins sûr. Pour certains, j'ai l'image de conservateur, pour ne pas dire d'un assimilationniste, d'un départementaliste. Je suis le gardien du temple. Et si on me remet le même truc de 2003, je voterai contre. Le sénateur entend bien jouer les troubles faits dans l'hémicycle aujourd'hui, recadré immédiatement par le président. Je voudrais très sincèrement rappeler aux congressistes et surtout aux membres de la commission ad hoc, nous nous sommes mis d'accord sur un déroulé. Cet après-midi, il y aura un large débat. Oui, mais je suis pas là. J'ai fini déjà, c'est tout ça. Après cette petite passe d'armes, les débats reprennent. 153, c'est le nombre de préconisations qui devraient émerger de ce congrès. Premier thème, le développement économique de l'archipel. Les rapporteurs plébiscitent la préférence locale. Nous avons dégagé la nécessité donc d'instituer un dispositif dérogatoire en d'effacement partiel des dettes sociales et fiscales des entreprises. La nécessité de favoriser le développement économique et social du territoire par l'instauration d'une clause de préférence locale dans l'attribution des marchés publics. On a
4 préconisations. C'est appliquer les dispositions de la loi sur l'égalité réelle relative à l'aide au retour qui permet de financer des aides et mesures destinées à faciliter le retour des ultramarins. Cet après-midi, les élus aborderont des thèmes comme la transition écologique, la continuité territoriale et bien sûr celui qui cristallise toutes les tensions, l'évolution de nos institutions. On a entendu les élus, mais l'avenir des Guadeloupéens appartient aussi à la population. Alors comment ce 17e congrès est-il perçu par les citoyens? Ont-ils suivi les échanges? Hors de l'hémicycle, le reportage de Thierry Philippe. Le 17e congrès des élus départementaux, régionaux, des maires et des parlementaires différemment perçus par la population. Nous sommes dans le bourg du chef-lieu à près de 3 km du palais départemental. Pour Laetitia, c'est un non-événement. Franchement, je ne sais même pas à quoi ça sert. Franchement, j'en pense rien du tout, franchement. Rosan et Jérôme, certes plus nuancés, ne cachent pas tout de même leur déception. Pour le congrès, j'aimerais que ça apporte quelque chose quand même pour nous. Parce que là, ça fait un moment que nous avons les deux assemblées et puis je ne vois pas qu'on avance. Ça fait depuis des décennies qu'on en parle quand même. On parle, il faudrait que Sarkozy, etc., tous les présidents, ils sont d'accord, mais c'est ici qui bloque. Ici, question de, voilà, je ne sais pas moi, l'un ne veut pas faire avancer l'autre. Valérie, pour sa part, souhaite surtout une fusion des deux assemblées, ce qui, selon lui, permettrait une réelle avancée et favoriser le retour des forces vives du pays. Là, il y a les élus sociaux, ça y a fait. Là, il y a certaines exactions, certaines corruptions qu'a fait dans le pays là. Ça va faire un petit pontigène de vie travail. Pour l'instant, nous avons 30 ans d'autonomie, 30 ans gérer souveraineté. Nous débutons capot du Guadeloupe, nous travaillons Guadeloupe. Petit jeune, nous avons fait des diplômes, nous pas partir, nous rester ici pour développer le pays là. Après, nous regarder si nous payons vers l'indépendance. Ça constitue logique. Ça constitue logique. Mais Antigua sorti pour il pas prendre comme ça. Il pas prendre du jour au lendemain. Son travail. Autre point de vue, celui de Dominique. Il est plutôt positif à propos de ce 17e congrès, surtout en ce qui concerne le dossier de la zone de revitalisation rurale qu'il suit depuis 2017. C'est un dossier qui est sous la table du gouvernement. Donc, ce qui veut dire que nous avons bien travaillé et que si la ZRR est adoptée aujourd'hui, ce sera un plus pour l'économie de la Guadeloupe. L'avenir nous dira si ce 17e congrès portera bien les fruits d'une vision et d'une stratégie territoriale commune conduisant à améliorer les politiques publiques en vue d'une évolution institutionnelle. Claude Edmond, un non-événement, les commentaires sont parfois sévères, on vient de l'entendre. Visiblement, il faudra plus pour convaincre la population. Beaucoup trouvent que les choses n'avancent pas. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est la volonté des élus, mais aussi il faut entraîner le peuple, il faut être avant-gardiste. Le choix est très simple. On n'a pas la productivité des pays riches, on n'a pas la compétitivité des pays pauvres. Le seul choix qui nous reste, c'est aller vers le développement endogène. Et ça passe par la protection de notre marché intérieur. Et qui dit protection, dit aussi réforme. C'est pourquoi je vous dis, le préalable, c'est poser quel type de développement que nous voulons. Et ensuite, nous dirons, est-ce que nous pouvons le faire dans le cadre constitutionnel existant ou s'il faut réformer la Constitution. Et il est évident que le peuple doute, mais doute de ses élus. C'est à nous de prouver... Et comment l'expliquez-vous justement? Expliquez-vous cette défiance qui s'installe au fil des scrutins avec des taux d'abstention records, on l'a vu lors des dernières élections, qui perdurent dans le temps aujourd'hui. J'ai presque envie de vous dire, c'est mondial, il suffit de lire la presse internationale pour voir c'est la même réaction en Amérique latine, dans toute l'Europe, avec l'arrivée des gouvernements d'extrême droite qui font alliance avec la droite. Donc même dans l'Europe du Nord, qui était le symbole de la démocratie. Et quelle explication à tout ça? Donc c'est aussi, on est dans un contexte où, il faut le dire, de plus en plus les hommes politiques, c'est un choix de société, n'ont moins de pouvoir. Qui dirige aujourd'hui la société? C'est le marché financier. Donc ce que disait hier De Gaulle, le marché financier c'est l'intendance, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc il est clair, le véritable pouvoir c'est l'économie et c'est à nous aussi de gagner en crédibilité et en pouvoir. Le pouvoir que nous avons donné au marché, nous devons aller le chercher et influencer, infléchir le quotidien des personnes. Mais si vous avez en face de vous des multinationales qui sont plus puissantes que les États, ils défendent ce que vous faites.
Donc c'est aussi, il n'y a pas de fatalité, c'est des choix de société que nous avons faits dans les débuts des années 70. Nous avons laissé le marché financier aux grandes entreprises et nous avons géré l'inverse aujourd'hui, l'intendance. Et aujourd'hui, le pouvoir n'est pas en Guadeloupe, il n'est pas à Paris, il est à Bruxelles et à l'OMC, même si l'OMC est en crise aujourd'hui. Donc c'est un choix de société, c'est de logiciel qu'il faut changer et reprendre en main ce que nous avons donné à le monde économique. Et ça passe aussi par la détermination des élus et le combat qui se fait en France avec toute cette levée populaire, c'est aussi pour montrer que nous voulons une autre forme de société. Et j'ai posé la question, en sommes-nous, hommes politiques aujourd'hui, capables? Georges Calixte, vous partagez ce point de vue, votre analyse? Il y a une dimension internationale qui influe et nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle les petites économies insulaires. Donc il est certain que le cadre global, on voit bien ce qui se passe pour la canne, on voit bien ce qui se passe pour la banane. Nous avons des quotas, c'est-à-dire que nous avons des achats, on nous achète la banane à un taux préférentiel qui est au-delà du marché, c'est vrai. Maintenant, d'un autre côté, les élus, la population juge avec un certain pragmatisme. Vu le nombre de problèmes qui se posent en termes de qualité de vie, je parle depuis se faire soigner jusqu'à n'avoir pas de l'eau, les déchets, les transports, la délinquance, il faut reconnaître qu'en l'espace de 12 ans, le projet de Guadeloupéen de société de 2012 jusqu'à 2023, les politiques publiques n'ont pas forcément été ni efficaces, en tout cas dans certains domaines, ni efficients. Et c'est là où je dis que si on veut convaincre la population dans le cadre d'une fusion des institutions, c'est moins la notion de projet de société qui est important, c'est de pouvoir faire une revendication, une préconisation, faire une première colonne en disant mais cette préconisation, nous avons échoué donc l'évaluation parce que nous n'avions pas les outils et faire la démonstration que ces outils, on va les trouver par exemple dans la fusion des assemblées, dans le cadre d'une rationalisation ou alors dans le cadre tout simplement d'un changement de régime législatif. Mais si on ne fait pas cette démonstration par contraste et pragmatique à la population, quand on lui parlera de projet guadeloupéen de société, mais elle dira, d'ailleurs c'était dit par le consultant en politique publique, M. Maragnès, en disant, mais dans le congrès actuel, il y a eu quelques thématiques nouvelles, mais qu'une grande partie des thématiques figuraient déjà dans le congrès de 2012. Alors, parmi les personnes interrogées, certaines penchent pour une fusion des deux assemblées. Est-ce que cela ouvre la voie à une nouvelle consultation populaire ? Ça ouvre la voie à une nouvelle consultation parce que dans l'article 73 de la Constitution, il est prévu que tout changement d'institution, donc tout changement de statut, puisque quand on passe du statut de département, région d'outre-mer par l'existence de deux institutions, si on les fusionne, on passe collectivité à statut particulier. Et il faut obligatoirement consulter la population. Maintenant, il faut bien aller plus en profondeur au niveau des sondages. Quand les Guadeloupéens vous disent nous sommes pour la fusion des institutions, mais quand on leur pose la question est-ce qu'il y a trop d'élus, ils disent oui, il y a trop d'élus. Donc la fusion n'est pas la perception d'une rationalité, d'une mutualisation des services et des biens de droit commun. C'est parfois une logique presque sanctionnante qui consiste à dire oui, mais nous avons 83 élus, ça n'avance pas plus vite. Donc rassemblons finalement pour avoir 2 fois moins d'élus. Merci Georges Calixte, merci également Claude Edmond pour ce témoignage, pour ces explications. Un congrès qui s'est déroulé dans le calme, mais qui a débuté avec une légère agitation ce matin aux abords du palais départemental, mais pas de quoi perturber les échanges. Voyons ensemble les coulisses de ce 17e congrès avec Alexandre Oudard et Olivier Duflo. 14 h au palais du département de Basse-Terre. Les élus conviés aujourd'hui pour ce 17e congrès profitent d'une levée de séance pour se restaurer, mais aussi y souffler quelque peu après un peu moins de 4 heures de débat. L'édition était, non, pas intense, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que peut-être que cet après-midi, étant donné qu'on va parler de constitutionnalité, ce sera à ce moment-là que les discussions vont être intenses, mais à mon sens, les choses ont été
de la manière la plus conviviale et normale. Quand on rencontre un élu, on a toujours de quoi se dire. Donc déjà l'actualité qui nous invite aujourd'hui et ensuite après les activités de tous les jours, donc les difficultés au quotidien. Donc on profite de cet instant pour en discuter. Un instant de légèreté qui était le bienvenu pour ces 63 congressistes attendus aujourd'hui. Et alors que les débats se tenaient dans le calme, ce matin au sein de cet hémicycle, quelques militants du collectif des organisations en lutte espéraient bien profiter de ce rassemblement exceptionnel pour se faire entendre. Yo pas qu'à consulter travailler, yo pas qu'à consulter peuple là et yo qu'à faire des affaires, yo qu'à faire des grandes réunions, mais tous les problèmes que nous avons en Guadeloupe au niveau à la santé, au niveau à travail, au niveau à de l'eau, au niveau à chlordécone, au niveau à l'école, à qui gens yo qu'à régler, qui gens est-ce que yo qu'à maîtriser les sujets, yo qu'à maîtriser ça qui a passé en dit dans pays en nous, yo connaître qui solution que nous peut porter pour pays là ça, en qui gens yo qu'à faire si yo pas qu'à consulter les travailleurs qui a représenté en masse importante en dit dans pays en nous et si yo pas qu'à consulter peuple là, qui gens yo fait ça. Un manque de concertation regretté par les syndicats qui n'ont pu suivre les débats que de l'extérieur. Un dernier invité aux côtés de Jessie Blanquet. Jessie, vous êtes avec Jocelyn Sapoti, le maire du Lamentin, président de l'association des maires. Oui, effectivement. Bonsoir, Jocelyn Sapoti. Qu'avez-vous pensé déjà de ce congrès ? Bien, pour moi, c'est un congrès où nous avons pu avancer dans la mesure où il y avait une bonne préparation durant des mois où nous avons écouté la population, travaillé avec des techniciens et avec 150 propositions pour le SIOM qui sont des propositions expertisées venant de techniciens guadeloupéens et d'élus guadeloupéens. Donc, nous espérons être suivis là-dessus. Et puis, je pourrais dire un peu plus de maturité sur la question institutionnelle, même si effectivement il n'y a pas une solution concrète qui est sortie, mais nous avons pu quand même nous alimenter des expériences des autres et pouvoir faire une proposition qui dépasse bien sûr les sentiers battus. D'ailleurs, pourquoi votre groupe Guadeloupe Pluriel Solidaire a proposé d'enclencher une nouvelle démarche au sein d'une loi organique et non une loi ordinaire ? Alors, une loi organique, parce que la loi organique se situe entre la Constitution et la loi ordinaire, donc dans la hiérarchie des normes, elle est supérieure à la loi ordinaire, et c'est la loi organique qui prévoit l'organisation des institutions. Et nous voulons effectivement que la population guadeloupéenne, le jour où elle aura à voter, où elle aura à s'exprimer, eh bien, puisse connaître au moins déjà les grandes lignes, le contenu de ce qu'on va lui proposer, et non pas voter sur un principe qui consiste à dire est-ce que vous voulez d'une collectivité unique ou pas, etc., sans savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, nous proposons effectivement qu'il y ait un projet de loi organique. Ce projet de loi organique sera adossé, bien sûr, à une question qui sera posée à la population. Et puis, on ne restera pas uniquement sur la question de la collectivité unique. Il faut revoir la carte, bien sûr, globale des institutions en Guadeloupe. Il faut revoir les rapports avec l'Europe. Il faut revoir aussi, bien sûr, les rapports avec l'État. Il faut revoir l'application des normes et la possibilité en Guadeloupe de produire nos propres normes pour que nos entreprises soient beaucoup plus compétitives par rapport à la concurrence dans la Caraïbe et pouvoir s'ouvrir sur le monde entier. Il y a tout un champ qui est ouvert devant nous et que nous pouvons, nous, Guadeloupéens, écrire, proposer dans le cadre d'une loi organique avec des experts, avec bien sûr des constitutionnalistes et pouvoir dire voilà ce que nous voulons proposer à notre population et que ça soit du concret. Très bien. Merci beaucoup, Jocelyn Sapoti. Et voilà, Christelle, clap de fin pour ce 17e congrès à Basse-Terre. Merci Jessie. Georges Calixte, nous arrivons au terme de cette page politique consacrée au Congrès. Maintenant, que va-t-il se passer ? Actuellement, les élus sont dans une course contre la montre puisqu'il y a le SIOM qui est prévu, je crois, le 3 juillet. C'est l'affaire donc de 3 semaines. Les principales préconisations sont arrivées, déjà en tout cas entre les mains des différents gouvernants. Et par ailleurs, la France, en tout cas le gouvernement, entreprend également une modification de la Constitution concernant la problématique de la Nouvelle-Calédonie, qui doit d'ailleurs se faire dans les mois à venir. Donc il faudrait très rapidement que nous puissions nous mettre d'accord. Alors, une loi organique est possible à partir du moment où on modifie un article de la Constitution. Et c'est vrai que si on fusionne les deux assemblées, il faudra d'une loi pour organiser cette fusion, puisque la loi organique qui a permis la fusion de la Guyane est complètement différente de la loi organique qui a permis l'organisation des institutions à la Martinique. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il faudra obligatoirement d'une consultation de la population, et c'est vrai également
qu'il faudra présenter cette loi organique, mais je dis bien uniquement dans le cadre de la fusion des institutions. Donc le compte à rebours a commencé. Un dernier mot sur le SIOM qui a été reporté. Pourquoi ce report ? Il était prévu initialement le 12. Oui, mais vraisemblablement, quand vous avez 153 propositions, dont 75% concernent en tout cas un appel à un engagement plus important de l'État, vous aurez compris que lorsque le cabinet du Premier ministre a reçu ces préconisations, ils ont volontairement pris le temps de pouvoir réfléchir et voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. En tout cas, on verra bien le 3. Quelles décisions auraient été prises, quels sont les engagements que le gouvernement aura maintenus, mais également quels sont les rappels qu'il fera en disant « mais vous me demandez de faire quelque chose que vous pouvez faire dans le cadre actuel, ça fait partie de votre champ de compétences ». Donc on verra bien le 3, affaire à suivre. Merci Georges Calixte pour toutes ces analyses. Emmanuel Gombaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mano. Bonsoir Christelle. Alors Mano, en bout à congrès là, on nous fait, on tirait tout, c'est ça qui parlait jeudi là. 17e congrès là, ça Christelle, c'est suite à un congrès qui était fait en 2019. Ces congressistes là, ils étaient mis d'accord si débités. Ils étaient dit il faut plus pouvoir pour gérer la Guadeloupe et ils étaient mis en place un groupe élu qui était qu'à travailler pour calculer en qui genre pour faire ça et en qui cadre ils étaient créé ça commission ad hoc. Ce travail là, ça ils présenté bon matin là, c'est ils mis d'accord si 4 grands thèmes. Conditions pour payer un développement économique à la Guadeloupe, qui genre pour nommer femmes Guadeloupe et rouvrir la yo, garder un qui genre développement à pays Guadeloupe, un qui genre yo peut faire ça tout partout si terre à Guadeloupe et question plus importante là, c'était question institutionnelle là. Ni 153 propositions qui sortent en bout à tout ça, l'idée à ces politiques là, c'est mettre la Guadeloupe en position à un pays qui a besoin d'avancer. Pour permettre tout ça en place, pour faire ces décisions-là, ça et mettre en axe, il était fait déterminer en qui genre, en qui cadre politique et administratif, il était fait tout ça. C'est pour ça, ces congressistes-là, ils ont voté 3 résolutions en réalité, mais une idée qui sortit dans la commission ad hoc là, et Nyon, Victorien Lirel, était proposé pour une démarche par rapport à la question à drapeau Guadeloupe. L'Assemblée refusait motion là, ça, refusait résolution là, ça. Première résolution, ils ont adopté. Ils ont commandé au gouvernement pour en compte 153 propositions à ces congrès-là, dans ces différents axes-là, ils ont déterminé depuis les matins-là. Deuxième là, commandé au gouvernement inscrit la Guadeloupe dans un projet à réforme constitutionnelle pour faire une loi organique et mettre, après consultation à la population là, après consultation à peuple là, institutions qu'il faut pour développer le pays là. Congrès l'a voté, c'est 2 propositions là, ça à l'unanimité. À présent, ces congressistes-là, ils ont 6 mois pour continuer le travail, consulter experts pour regarder en qui gens ils ont mettre ça en route, en qui gens dans pour bas ces résolutions-là et pour bas disposition à yo, tibouin corps, tibouin force, et pour regarder aussi en qui gens et en qui cadre ça qui est meilleur pour faire ça avancer. Prochaine étape, c'est question à l'ESIOM, qui c'est conseil interministériel pour l'outre-mer. Il reporté, mais ça qui est fait bientôt, et ça a montré qu'on là ça, eh bien, il travaille depuis bon matin là jusqu'à au soir là, et il prend un certain nombre de dispositions pratiques. Merci Mano, le SIOM qui reportait au 3 juillet. C'était on tire tout en créole assis. Ça qui fait jeudi là, assis 17e congrès là ça. Merci Mano Gombaud. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, retour de l'info, 5h en radio. Florence Péroumal. Guy Losbar sera l'invité de la grande interview avec Claude Danican à 6h15. Nous reviendrons également sur les temps forts de ce congrès dans nos éditions de 13h et 19h30. Et puis, demain soir, question première sera consacrée à ce grand rendez-vous politique à travers un débat et plusieurs invités. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes mobilisées. Très belle soirée sur Guadeloupe la première. À demain.